their troops tonight, but you don't listen. You don't listen. Creatures crawl out of your yard, but you don't listen. You don't listen. Dogs are barking at your door, but you don't listen. You don't listen. Tearing to shreds clothes that you wore, but you don't listen. You don't listen. Fog is settling round your house tonight, but you don't listen. You don't listen. Silent lightning shines so bright, but you don't listen. You don't listen. Bon. Vous êtes quand même 70 à écouter aujourd'hui. Salut à tous, il est 17h03. On est sur Radio Château Gringo avec New York City aussi. Salut Carlos, salut Ilan. Le micro est à vous. Hello. Et Il d'un. n'est pas 17h ici, je peux vous le dire. On enfoiré, quoi. Carlos, 8h du mat, bim, sorti du lit, ça t'apprendra à faire le malin. Voilà. J'ai les yeux en couille d'hirondelle, comme on dit chez moi. Ilan, Ça se lève tôt à SF quand même, en général. Non, mais c'est pas que je me lève. En fait, c'est que je me couche très tard. Et je suis un oiseau de nuit, donc 8 heures, ça veut dire que je me suis levé à 7 heures. Donc, et comme je me couche à 2 heures, ça fait 5 heures de sommeil. C'est pas beaucoup. bon Ilan, salut Nous, New York. Salut à tous. Ouais, enchanté. Radio Château. Super. Je t'écoute déjà, Jean. Ah, c'est Pas sympa, tous mon les jours, vieux. mais presque. Ouais, non, c'est sympa. Dites, on va commencer en trombe parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Bon, alors Carlos, c'est le roi des métaphores. Ilan, on t'attend en alexandrin aujourd'hui. Mais en attendant, Ouais. le plus grand des poètes, c'est quand même Littlefinger de chez Game of Thrones. Et pour te faire plaisir et te réveiller ce matin, Carlos, on te met le petit extrait de Chaos is a Ladder. Et après, on va pouvoir broder là-dessus comme des champions. C'est parti. Chaos. Génial. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Ah là là, tu l'aimes bien cette quote, Carlos, non ? J'adore cette quote parce que je trouve qu'elle résonne vachement dans ces temps-là. Je trouve que c'est un. Je suis pas un fan de Game of Thrones. J'ai pas tout suivi, tout ça, mais je trouve que cette quote-là, elle est juste hallucinante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est tombé dans une fosse et qu'on va jamais se relever. Et en fait, Littlefinger, qui est un personnage qui vient d'une classe sociale inférieure et qui a gravi comme ça les barreaux du pouvoir, mais en fait, il profite du chaos pour grimper, quoi. Et il utilise le chaos un peu comme une échelle. C'est un peu machiavélique, c'est un peu violent, mais c'est un peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, les entrepreneurs, il faut comprendre que le système, c'est un glaçon. Quand le système est stable, c'est-à-dire quand il est en place, ce qui était le cas encore il y a quelques semaines, on avait affaire à un glaçon rigide, et nous on est des molécules d'eau dans ce glaçon, et dans un glaçon, la molécule d'eau elle bouge pas, elle est figée à jamais. On a une position qui est un petit peu immobile, et le chaos c'est finalement de la chaleur qui fait fondre ce glaçon, et nous justement on devient mobile dans ce glaçon là, et c'est ça l'opportunité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bouger dans ce putain de glaçon de système de merde qui est froid, qui est stable, qui est rigide. Il faut que nous on voit ça comme un élément de mobilité. La physique a changé, et c'est énormément d'opportunités. Il faut profiter de ça. Il y en a qui couleront, comme dans cette image de glaçon, et puis il y en a d'autres qui vont s'évaporer, s'élever. C'est ça que j'adore. Oh là là, mais t'es tellement en forme ce matin, mon vieux, c'est bon ça. À 8h, le mec, il envoie quand même. À 8h, j'arrive avec une métaphore.
Alors, et du coup, tu fais le malin en parlant des glaçons qui s'évaporent et qui coulent. Alors, c'est quoi les trucs qui coulent et les trucs qui volent en ce moment, du coup? On est au Crétacé, les gars. Je vais vous faire encore une métaphore, hein. Il y a une météorite qui vient de s'écraser sur la Terre. Et comme au Crétacé, tous les êtres qui pesaient plus de 25 kilos vont mourir. Donc, il va rester les crocodiles, les tortues et les insectes. Donc, Et les GAFAM. ouais. Et les cafards. Et ça, c'est voilà. Et les c'est- GAFAM. ouais. Les GAFAM. Et les GAFAM, c'est ça. Et les gros. Mais ça, oui, alors là, c'est là où s'arrête ma métaphore. Je sais pas ce que tu en penses, Ilan, parce que j'adorerais ça, c'est peut-être mon côté très anarchiste, hein, que justement, il y ait une sorte de destruction à la fois du glaçon et puis de ces êtres un peu lumineux et aériens qu'on avait, les licornes et tout ça, et que ce soit l'ère des cafards qui arrive. Mais j'ai l'impression que ça résiste pas trop parce que les GAFA et les gros, ils restent encore très vivants et j'ai peur qu'ils sortent encore plus fort de cette crise. Alors, je les vois pas trop vaciller, moi, les gros. Qu'est-ce que t'en penses, Ilan? Ouais. Ouais, ben en fait, on voit pas grand monde encore vaciller, hein. Moi, c'est ça qui me surprend. C'est-à-dire qu'on parle du downturn là depuis un mois et demi. On attend les grosses vagues de licenciements. Et de l'autre côté, le stock market, la semaine dernière, c'était quand même hallucinant. Ça explose de tous les côtés, ça monte, ça grimpe. Du coup, ça envoie des signaux un peu différents. Moi, je fais assez attention à ce qui se passe au niveau des layoffs qu'on peut voir dans les belles boîtes new-yorkaises. Et ben, pour l'instant, c'est quand même très, très light. Alors, du coup, je me pose la question de savoir si les CEO de toutes ces startups super funded réalisent ce qui se passe ou pas. Est-ce Je que sais c'est pas pas un si peu c'est le votre avis Titanic, aussi. le Titanic devant l'iceberg là, qui est là, pleine bourre et qui va se le prendre en pleine gueule dans quelques semaines? Toi, Ouais, Carlos de la Vallée, t'es en plein dans l'épicentre. C'est quoi les meilleurs Ouais. comportements que t'as vus et les pires? Mais moi, je constate pas la même chose. C'est intéressant d'ailleurs, hein, tu vois, entre la West Coast et la East Coast. Ici, sur la West Coast, on constate pas tout à fait la même chose. Il y a 2 semaines, on voyait effectivement une première vague de licenciements, mais c'était plus des licenciements soft dans des secteurs très particuliers, bien évidemment, le real estate, hospitality, travel, machin. Et puis c'était des layoffs de 20-30% des effectifs. Depuis la semaine dernière, ça touche beaucoup plus que ces secteurs-là. Et là, on voit des vagues massives de licenciements ici dans la Silicon Valley de 50%, 40% des effectifs. Donc nous, on est en plein dedans. C'est marrant parce qu'on est certainement plus les moins touchés par rapport à New York par le Covid. Mais il y a une forme d'anticipation beaucoup plus forte ici dans la Silicon Valley du downturn. Et nous, ici, on voit des grosses vagues de licenciements. Il y a Eventbrite qui vient de dégager 45% de ses effectifs. Le truc de real estate. OpenTable. OpenTable aussi. Oui, mais enfin, là, tu parles de boîtes qui sont dans l'œil du cyclone, quoi. Boîtes qui font de l'événementiel, la restauration, effectivement, eux, ils sont obligés. Leur chiffre d'affaires a été impacté énormément du jour au lendemain. ouais, mais il y a pas que. Alors, bien évidemment, c'est vrai que dans le soft pur, on voit pas tellement encore de licenciements forts, mais je pense très honnêtement, mon bet, c'est que ça va arriver, hein. Enfin, moi, je le vois. Je vais au supermarché ici à San Francisco. Depuis 2-3 semaines, les mecs font la gueule, quoi. Tu vois, il y a une tension. On sent que les gens ont perdu leur taf, quoi. Moi, j'ai mon voisin qui bossait. Je sais pas trop dans quelle startup il bossait, mais ça devait être une grosse startup. Il tire une gueule de 12 km de long. Je pense qu'il a perdu son taf. Donc non, on est face à une vraie vague de licenciements au-delà des Lime et tout ça, hein. Bon, et Airbnb. Alors tu disais, je vois pas encore les gros vaciller. Alors les très très gros, hein, Google, Amazon, Apple, Facebook, tout ça, ça bouge pas. Il faut dire qu'ils ont un tas de cash sur leur compte en banque, mais tu vois, Airbnb par exemple, c'est la cata chez Airbnb, quoi. C'est la guerre, quoi, en fait, chez Airbnb en Ouais, ce mais moment. regarde, toi tu dis ça, mais moi j'ai plein de boîtes qui m'ont appelé, qui m'ont dit en fait on est con, et un peu comme Carta, tu vois, c'est un bon exemple. Ils se sont dit Ouais. on était là, on était un peu gros, on avait plein de cash. Dès qu'on avait un petit pépin, il y avait un mec qui avait besoin qu'on lui tienne l'ascenseur, on embauchait un mec, et donc du coup on avait beaucoup de monde, beaucoup de redondance.
on a supprimé des postes, et c'est affreux ce que je vais dire, mais on s'est retrouvé beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace, beaucoup plus serré, et en fait ça marche mieux qu'avant. Donc est-ce que les mecs utilisent pas aussi la crise comme catalyseur pour redevenir un petit peu efficient et un petit peu sérieux? Absolument. Je peux te donner l'exemple de notre dernier board meeting là chez Willow. Donc nous on a un board avec Kleiner Perkins, donc qui est un fonds qui est pour le coup en plein milieu de la vallée et qui doit en voir des vertes et des pas mûres en ce moment. Ouais, qui font, voilà. Et donc nous on a annoncé qu'on allait se séparer de personne. Par contre, on a demandé à tout le monde de faire un effort sur les salaires. On utilise le chômage partiel en France, et puis aux États-Unis, il n'y a pas encore le même type de programme. Il y a le Payroll Protection Program, c'est un truc dont on peut discuter d'ailleurs, ça peut donner un peu d'idée comment le gouvernement américain gère l'aide pour les small businesses. Mais en tout cas, on a annoncé au board qu'on virait personne, et il y a eu 2 réactions très américaines. La première, c'est bravo, c'est bien de sauver votre équipe. Et la deuxième, c'est vous êtes sûr qu'il n'y a pas des underperformers quand même là dans l'équipe dont on peut se séparer? Ouais. Et donc voilà, on perd pas le nord quand même aux États-Unis. Il faut couper le gras, il faut garder le muscle. Hein. Tant que tu n'es pas sur les os, il faut continuer à. C'est ce que les Américains se disent. C'est effectivement une fabuleuse occasion pour. Le balancier, il était très à l'intérieur. Enfin, ces dernières années, le balancier, il était côté employé. C'était les employés qui étaient les price makers, qui fixaient leur salaire. Les conditions de travail étaient, enfin vraiment, on a l'impression d'être dans une crèche, quoi. En fait, quand on bossait dans une start-up aux États-Unis, avec du personnel à ta disposition pour changer tes couches tous les jours. Et bon, voilà, le balancier est en train de changer. C'est une formidable occasion pour l'employeur de reprendre un petit peu le lead. Les salaires sont certainement revus à la baisse. Les conditions aussi de travail vont être un petit peu plus pragmatiques et réalistes. Donc oui, effectivement, c'est une façon aussi de reprendre le pouvoir. Et les gars, vous, tous les deux, vous étiez aux États-Unis en 2008-2009 quand ça a tapé. C'est quoi la différence entre aujourd'hui et 2008-2009 en termes de réaction des entrepreneurs, à la fois à San Francisco d'un côté et New York de l'autre? Et New York, ça devait être assez violent, Ilan, parce que tu devais voir les mecs se faire débarquer avec leur carton toute la journée, du matin au soir, non? Écoute, moi, tous mes potes sont dans la finance à New York. Donc, si tu veux, la crise de 2008, tu le sais, quoi. Les Français à New York, c'est beaucoup d'ingénieurs, c'est beaucoup de traders dans les grandes banques, etc. Donc oui, j'ai vécu la crise en fait par leurs yeux, à travers leurs yeux, mais je ne l'ai pas du tout vécu difficilement en tant qu'entrepreneur parce qu'en fait, j'ai monté ma première boîte en 2008, vraiment en plein milieu de la crise. J'ai levé de l'argent à ce moment-là. Et il faut se rappeler aussi du contexte, c'est que 2008, on est dans le début du SaaS aux US, c'est-à-dire que Dropbox se lance en 2008, Evernote se lance en 2008, et donc du coup une nouvelle vague d'applications. C'est intéressant parce que ça ressemble un peu à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec une nouvelle vague d'outils work from home, des outils remote là qui sont en train d'exploser. À l'époque, 2008, c'était aussi le début de beaucoup de ces outils software. Qui nous ont fait un peu oublier cette crise quand on était dans la tech. Honnêtement, la déflagration qu'on vit et qu'on entend et qu'on subit aujourd'hui, elle est 100 fois plus grosse que ce qu'on a vécu en 2008. Ça n'a rien à voir. C'est pas une crise financière, hein. Effectivement, comme disait Ilan, c'est pas une crise qui touche que le secteur des banques, et donc il serait facile. Je dis pas que la crise de 2008 était facile à régler. Enfin, en tout cas, on savait comment la régler. Il suffisait de faire un tapis de cash sur les banques, et puis le problème était réglé. Ça a un coût, mais bon, voilà. Là, on est face à une crise qui est différente, puisqu'on a une crise qui touche à la fois le supply et la demand. C'est la première fois qu'on voit ça, c'est-à-dire que c'est une crise qui touche les deux, l'entrée et la sortie de notre économie. Donc, voilà, on est dans une constipation globale de
de l'économie. On est en train de faire une sorte de grossesse nerveuse et on est en train enfin, on a l'intestin plein de merde, quoi, en fait. Donc voilà, donc on n'arrive pas à évacuer ni l'un côté ni de l'autre. Ça rentre plus, ça sort plus, quoi. Je vous avais dit que ce serait l'épisode du cercle des poètes disparus. Il n'a pas attendu la 15e minute pour nous lancer une métaphore de derrière les fagots. Merci, Carl. Je suis pas sûr que ça passe le CSA, tes conneries là. Ouais. Dis-moi. C'est qu'on est online, on est sur Storm parce que on s'en fout du CSA, on s'en fout de tout le reste, en fait. Voilà, on est live, on dit des conneries et tout va bien. Bon alors d'accord, ça n'a rien à voir avec 2008, c'est d'une violence incomparable, mais face à cette violence incomparable, tu parlais, toi t'adores Carlos, les cafards, en même temps ça nous connaît, et du coup, c'est quoi la sortie de la crise là pour les gros? On parlait des gros, donc tous ceux qui ont levé des séries B, des séries C, des séries D, des énormes levées de fonds avec des montants colossaux qui brûlent un cash pas possible, ces fameux dont tu dis qu'ils vont couler parce qu'en fait ils voulaient beaucoup d'argent. Et à côté de ça, les boîtes qui justement sont beaucoup plus légères, beaucoup plus agiles et efficientes, qui sont à des stades C de série A, ce qui explique aussi pourquoi c'est dans les crises que les belles boîtes se créent, parce que pendant ce temps-là les autres meurent. Et du coup, c'est quoi les comportements que vous voyez qui vous font dire qui va sortir de la crise gagnant? Mais moi, je suis encore plus radical que toi, hein. C'est-à-dire que moi, je pense que les gagnants, ils existent pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont même pas là. C'est tout ce qui était à la surface de la Terre est aujourd'hui touché par la météorite. Je dis pas que tout le monde va mourir, mais la taille va être un critère de sélection. C'est ça ce que je dis. Les startups iconiques de demain, et c'est marrant parce que Ilan le disait, il s'est créé dans une période de crise, 2008. C'est au moment où il a décidé de lancer sa startup. Moi, j'ai eu la bonne idée avec Blue Kiwi de la lancer en 2006, juste avant la crise. Donc voilà, je pense que les cafards, ils sont sous terre et ils sont pas encore sortis. On les voit pas. Je pense qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs aussi, que moi j'appelle les entrepreneurs du Covid-19, qui sont pas sur le même OS que les entrepreneurs actuels, qui vont être beaucoup plus frugaux et qui vont être beaucoup plus lean et qui vont regarder aussi le monde et regarder des problèmes nouveaux dans ce monde-là, et qu'on va voir émerger dans les mois qui viennent. Ça va prendre un peu de temps, hein. Je pense qu'on va pas les voir émerger avant la fin de l'année 2020. Mais ça va être une nouvelle génération d'entrepreneurs et c'est eux qui vont devenir. Moi, je pense que les très gros, ceux qui ont levé beaucoup d'argent, je les appelle les labradors, ceux qui ont le poil soyeux, quoi, en fait, ceux qui sont c'est le chien préféré des enfants et des familles, quoi. Tu vois, c'est le chien versaillais, quoi. Tu vois, ceux-là, ils vont plus avoir la pâtée. Et ils vont commencer à sentir la marque du collier, quoi. Tu vois, j'invite tout le monde à relire Le Loup et le Chien de La Fontaine. Et donc, ceux-là, moi, je suis très inquiet pour eux. Je pense que 70% de ceux-là, ils vont crever. 70%? Mais attends, tu mets qui dans ceux-là? Tu mets qui? Alors, je mets pas les gros Google, Facebook, Amazon. Pour moi, ça, c'est autre chose, hein. Ça, c'est des animaux légendaires qui sont déjà accrochés à la voûte céleste de Platon. Tu parlais de, par exemple, en France, Blablacar. Voilà. Je suis pas certain que Blablacar survive la crise. Aujourd'hui, Blablacar, qui veut rentrer dans une bagnole, s'asseoir à côté de d'autres personnes qu'on ne connaît pas et qui sont peut-être infectées par le virus, qui d'abord en plus se trimballent sur l'autoroute en ce moment, On a un problème de son là. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Waouh. Attendez là. C'est la merde. J'ai un problème de son grave. Il va falloir qu'on regarde comment Kinessa. Bougez pas 2 secondes. Bim. Alors, hop. Toi, t'es bon. Alors, attendez, parce que là, on raccroche, je pense, et on rappelle. Allez, go, raccrochez, rappelez. Moi, pendant ce temps-là, je fais le gentil organisateur, et on va voir. Mais non, mais j'ai Ilan, en fait, il est là, ça fonctionne bien avec Ilan. T'es là, mon vieux? Ouais. Ah bah voilà, bah nickel. On va laisser. En fait, je pense que c'est les métaphores de Carlos, elles passent pas les tuyaux de l'internet.
Et en fait, on s'est retrouvé aussi avec quelqu'un sur le chat qui a commencé à mettre plein de je sais pas, de l'Eurum Ipsum quand un timbré. Et voilà, ça a peut-être fait tout bugger, tout sauter. Carlos, il est revenu. À point. Non. C'était un drame. Waouh. Et tu réécouteras le replay et je n'enlèverai pas cette partie fantastique. Tu nous as fait un mix de l'espace, mon vieux. Ah ouais. Ah ouais, Bon, incroyable. C'était flippant. Ouais, c'était chaud. La météorite avait tapé San Francisco. Waouh. Du coup, bon, revenons à J'allais nos... rebondir sur ce que disait Carlos. Bah ouais, parce qu'il est en train de parler du Corona Date dans les Blablacar. Ouais. J'allais rebondir là-dessus parce que y a, sur ta question, Jean, il y a deux choses. Bah déjà, effectivement, il y a des nouveaux entrepreneurs qui vont se créer maintenant. Et je pense que la source, c'est en fait tous ceux qui vont se faire virer. Parce que là, tu te fais virer, tu peux pas retrouver de job. Donc, je pense que l'intensité créative de ces gens-là va être énorme. Et donc, eux, il faut les identifier. Identifier, ils arrivent. C'est beaucoup de gens qui vont bosser dans des belles startups aux US et ailleurs. Ça va être la même chose partout. Moi, je parlais avec un copain à moi à New York qui est en train, il est dans le retail. Il est plus ou moins en train de perdre son job. En tout cas, ils vont pas réouvrir avant un certain temps. Et je lui ai conseillé de commencer à regarder des idées. Je lui ai envoyé un market report de tendance. Je ne sais pas si vous lisez Magma, qui est une newsletter française. Ah, ils m'ont fait un petit mail aujourd'hui. Alors, Magma, c'est une newsletter française. Alors, c'est payant, c'est 20 balles par mois. Ouais. Mais ils font ils creusent des tendances de fond. Et je sais pas quand est-ce que. Et la newsletter, c'est tous les combien de temps? Tous les mois? C'est une fois par mois. Ouais. Une fois par mois. Et c'est pas mal. Hein. Faibles. Ouais. C'est très bien fait. J'ai essayé au début, je me suis abonné pour voir. Et en fait, top. Il y a plein d'idées, d'opportunités à creuser, hein, mais en tout cas, avec beaucoup de data, c'est vraiment très bien fait. Donc, je lui ai envoyé, je lui ai dit, écoute, c'est le moment de... Bah, tu as du temps, en ce moment, tu es chez toi. Regarde, il y a peut-être ce qu'on appelle des low-hanging fruits, des choses à développer pour quelques milliers de dollars, mettre sur le marché. Ça peut être des mini-sites e-commerce, ça peut être plein d'autres choses. Donc, en tout cas, ça va être une tendance intéressante et c'est pour ça qu'il va y avoir des nouveaux entrepreneurs et des belles startups qui vont se créer maintenant, à mon avis. La deuxième chose, pour revenir sur ta question, Jean, c'est qui va survivre. En fait, je pense que la question, elle est à regarder sous un prisme qui est très simple. C'est qui est capable de tenir au moins 1 an avant de revenir à son chiffre d'affaires d'avant. Potentiellement, et encore. Il y a du cash. Beaucoup vont mettre beaucoup plus de temps. Ouais, alors qu'ils ont du cash. Mais je pense à des très grosses boîtes de la vallée qui ont levé à des valos de plusieurs milliards. J'ai en tête la Trip Actions qui a été montée par des potes à moi qui ont levé des centaines de millions de dollars juste avant la crise. Et eux, ils sont vraiment dans le domaine du voyage pour entreprises. Ils sont passés de dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires en janvier à 0. Vraiment quasiment du jour au lendemain. Donc eux, ils ont viré la moitié de leurs employés. Donc ils surveillent leur burn, mais surtout comment tu vas mettre le temps que tu vas passer pour revenir à ton chiffre d'affaires d'avant, c'est une catastrophe. Bah, c'est ce que font toutes tous nos leurs boîtes. clients Hein. vont se barrer entre temps. Ouais. Toutes nos boîtes, ce qu'ils font, c'est qu'elles se sont mis en mode, comme on le dit, un cafard. Elles se disent c'est une année blanche. Et comment est-ce qu'on fait pour tenir l'année blanche, sachant qu'on va détruire de la valeur en termes de valo, parce qu'on était valorisés comme des cochons, qu'on va pas faire beaucoup de croissance, et qu'en plus il va falloir réactiver tout le monde quand le marché va repartir. Et donc dans l'équation, ça demande beaucoup de résilience, de talent et de travail, quoi. Et est-ce que vous pensez qu'il... Vas-y, Lan. Non, j'allais vous demander, est-ce que vous pensez que du coup ça va déclencher des M&A justement, c'est exactement ce que j'allais dire. On est sur la même longueur d'onde. Bah voilà. Mais c'est les downturns, c'est-à-dire qu'on va avoir tu disais, ils étaient super valorisés, donc ils vont plus être en capacité à maintenir la valorisation qu'ils avaient. Donc ils vont être obligés de faire des downturns. Et quand ils vont faire des downturns, il va y avoir des opportunités d'M&A. C'est-à-dire que grosso modo, ils vont se dire
Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on relève à une valorisation plus basse? Mais en même temps, tiens, j'ai des propositions de pistes d'atterrissage à droite, à gauche, donc la question va se poser en board, c'est-à-dire de dire bon, vous êtes gentil, vous me proposez de relever, mais à une valorisation moins 40, moins 50%. Parce que c'est ça, aujourd'hui, dans la vallée, les valorisations sont en train de baisser entre 40 et 50% en ce moment. On revient au pré-monnaie pratiquement. C'est-à-dire que tu prends le tour que tu as fait la dernière fois et tu reviens au pré-monnaie. C'est ça les tours qui sont en train d'avoir lieu en ce moment. Et puis en plus, avec des termes, on revoit apparaître les ratchets, les machins. C'est d'une violence en ce moment. C'est violent. Ouais, c'est violent. Et tout d'un coup, effectivement, Ilan a raison. On le voit d'ailleurs, Apple, par exemple, est devenu super acquisitif. Ils ont fait 3 acquisitions en une semaine la semaine dernière. Donc ça y est, ils sont partis à l'achat. Donc on va en voir de plus en plus. Donc quand je dis que 70% vont mourir, c'est pas forcément mourir dans un bain de sang. Ils vont peut-être trouver des pistes d'atterrissage à droite et à gauche, mais en tout cas ils vont disparaître du paysage. C'est bien vrai tout ça. Alors, écoutez, là, vous étiez quasiment en date. Tous les deux vouliez dire la même chose. Limite, vous étiez en train de vous faire bouffer votre fondant au chocolat l'un et l'autre. Et si on parlait un peu de New York versus San Francisco, c'est quoi les choix pour un entrepreneur d'aller à New York versus San Francisco? Carlos, il va te dire, je vois pas pourquoi tirer dans un défilé Tati alors qu'il y a Chanel en face. Et pendant ce temps-là, Ilan, il va te dire, ouais, mais mes pommes, elles sont plus belles chez moi. Bon, alors du coup, New York versus SF, qui commence? Moi, je peux plier le débat assez rapidement. Il va nous plier le débat. Je connais parce qu'on a fait un Silicon Carnet au sujet en forme de match de boxe et je sais déjà ce qu'il va dire. Mais vas-y, Ilan, je t'écoute. Non, là, tu vas pas savoir ce que je vais dire parce que là, on a une audience. En fait, on a une audience française. Le meilleur argument, et pour moi le seul, c'est que quand tu viens de France, quand tu gardes une équipe en France et que tu viens aux US, tu peux pas aller à San Francisco aujourd'hui. Tu peux pas travailler entre SF et Paris, la France. C'est 9 heures de décalage, c'est quasiment impossible. Et je pense que c'est comme ça que New York est né en tant que plateforme pour les Français aux US. Évidemment que SF est aussi une grosse plateforme pour les Français ici. On a l'exemple d'Algolia, par exemple, qui a 200 personnes en France et leur HQ est ASF. Parce qu'Algolia, c'est une boîte très tech, que leurs clients sont ASF, c'est du software. Pour beaucoup d'autres, New York, ça reste un endroit où tu as quand même une demi-journée de commun de travail entre les deux. Nous, c'est notre cas, on est France et New York. Ça marche très bien. Donc, moi, je démarrerai en tout cas là-dessus. Je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que si tu pars de ce raisonnement-là, tu peux aller aussi à l'île-Dieu, quoi. En fait, tu vas sur la route, il y a moins de décalage horaire, et tu es toujours sur la route des États-Unis, voilà quoi. Donc non, si ton argument c'est de dire je me mets à New York parce que comme ça je peux appeler ma mère tous les matins. Déjà t'es mal parti, quoi, tu vois. Donc mais j'entends ce qu'il dit, je suis de très mauvaise foi quand je dis ça. Il a quelque part raison, mais moi j'ai un framework qui est différent. Je j'aime pas trop opposer les écosystèmes, mais en même temps je suis obligé de défendre ma chapelle. Je dirais que ça dépend de stade de ta boîte et aussi de qu'est-ce que tu as besoin de faire avec ta boîte. Pour faire très rapide, la East Coast et New York en particulier, c'est des traders. Ils font du business. Ils sont short-term greedy et ils sont très transactionnels. Donc, si tu veux faire du business, c'est à New York qu'il faut se mettre. Si tu as un produit qui marche et que tu cherches des clients, il faut aller à New York. C'est là qu'il y a les clients et ils ont cette mentalité de traders très transactionnels où ils font du business à longueur de journée, grosso modo. Non, mais c'est vrai que comme les startups ne veulent pas faire de business, c'est vrai que ouais. Mais arrête, Milan, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Mais en revanche, nous sur la West Coast, on est des product makers. On aime tricoter, ouais. Non, on est des product makers. Ouais. On fait du product, on fait pas forcément du business. Donc ça veut dire que si tu es dans un stade de ta startup où tu es encore en train de fabriquer ton product, tu vas trouver dans la Silicon Valley une expertise, des gens qui savent faire des products. À New York, ils savent pas faire des products, ils savent les vendre, c'est tout, quoi, en fait. Ils ne savent pas. D'ailleurs, donne-moi un exemple d'un produit et tu te rappelles, c'est de ce Silicon Carnet qu'on a fait. Donne-moi un exemple d'une startup légendaire
qui a fabriqué un product de la mort qui tue, qui l'a fait depuis New York. Il y en a aucun. À part Willow. Mais Square, c'est un mauvais exemple parce que dans Square, tu as Jack Dorsey. Ouais. Et que Jack Dorsey, c'est un West guy, c'est un West Coast. Mais en fait, ce débat, c'est un peu comme les rappeurs de East Coast, West Coast, quoi. En fait, c'est la même chose. Il y en T'as a d'un pour tous les côté, goûts. Il y en a pour tous les goûts. ouais, t'as Dr. Dre et Tupac d'un côté, quoi, en fait, et donc voilà. Mais en fait, je pense que si t'es en train de fabriquer ton produit, il faut venir dans la Silicon Valley. Et une fois que tu as trouvé ton product market fit, il faut aller sur la East Coast. Et en fait, il faudra peut-être exister des deux côtés. Square est un bon exemple. Ils sont des deux côtés. Ouais, c'est pas un one size fits all. Hein. Clairement, Ouais, il y a. Enfin, moi, j'ai vécu aussi dans la vallée, donc j'aime les deux écosystèmes et la Silicon Valley restera toujours la capitale de la tech. Ça, je pense que c'est imbattable. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution des dernières années à New York, qui a vu naître beaucoup de très belles boîtes tech et pas que, hein, parce que e-commerce, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des boîtes tech, mais tu les connais toutes ces boîtes, Jean, mais les boîtes D2C, direct to consumer qui sont nées à New York, ça c'est la vraie tendance de New York et c'est là où sont tous les talents marketing. Ça c'est un gros avantage. Il y a des boîtes comme bon évidemment les plus connus, Warby Parker, Casper, etc. Glossier. Et puis tu as des boîtes D2C qui se sont mis à et puis tu as des boîtes D2C qui se sont mises à SF et qui ont du mal à recruter des talents marketing consumer. Je pense à Allbirds, par exemple, la marque de chaussures. C'est le seul exemple. C'est le seul contre-exemple. Donc, il y a des forces, effectivement, dans chacun des écosystèmes. Mais il y a 10 ans, New York, c'était quand même vide. C'était creux. Moi, j'ai monté une boîte SaaS à New York en 2008. Il n'y avait pas un chat qui faisait du software à New York. Donc, voilà, mais t'avais t'avais une autre convention, Twitter. C'est nous qui l'avons inventé. Voilà, c'est pour ça. C'est parce que le SaaS, c'est nous qui l'avons inventé. Et tu sais pourquoi est-ce qu'on l'a inventé, Ilan, le SaaS? Parce que justement, on n'était pas à New York et qu'on n'avait pas des feet on the ground, quoi, en fait, sur Manhattan, et qu'il fallait qu'on invente une autre façon de délivrer du software et de le vendre. Et c'est pour ça qu'on a inventé le SaaS. On aurait été à New York, on n'aurait jamais inventé le SaaS parce qu'à New York, il faut foutre un costard, cirer ses godasses et aller voir des clients en face-to-face. Et nous, à San Francisco, d'abord, on n'a pas de godasses à cirer. C'est quand la dernière fois que tu es venu à New York, Carlos? C'était venu avant le Covid 1978. Ou... Ah, c'est ça, ouais, d'accord. À l'époque, effectivement, il fallait avoir les godasses cirées. Non, mais attends, ça me fait penser à un truc. Je pense que si tu es une startup qui disrupte un marché existant, il faut aller à New York. Si tu es une startup qui invente un nouveau marché, il faut aller dans la Silicon Valley parce que dans la Silicon Valley, c'est le seul endroit sur Terre où il y a des gens assez tarés pour financer quelque chose qui n'existe pas encore. Et j'ai l'impression qu'à New York, toutes les startups que je vois qui sont top, hein, on va pas se mentir, c'est super, hein, vendre des matelas, c'est génial. Mais toutes ces startups-là, elles sont sur des marchés qui sont déjà existants, quoi. C'est-à-dire que voilà, quoi. Donc, c'est vrai. Et vous faites les malins, là, les Frenchies à SF et à New York. Vous avez débarqué ici. Alors d'abord, pourquoi vous avez débarqué aux États-Unis? Et ensuite, est-ce que vous vous êtes dit, quand vous avez débarqué, on vient quelques années et puis on revient? Bon, mine de rien, pour l'instant, vous n'êtes pas revenu. Et on pourrait vous faire revenir? Yann. Écoute, non. Maintenant, faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais. Moi, je suis arrivé il y a 15 ans et je n'ai pas quitté la France comme je le dis toujours. J'ai rejoint les États-Unis parce que c'est la France qui m'a quitté. Moi, j'étais tombé amoureux de New York à l'âge de 11 ans quand je suis venu ici pour la première fois et donc ça m'a juste jamais quitté. Et jusqu'à présent, je suis aussi amoureux qu'il y a 25 ans quand je suis venu pour la première fois. Et c'est pour ça que j'ai rejoint les States. Maintenant, est-ce que je reviendrai en France? Bah, tu sais, pour une raison très simple. Pour Noël? C'est pas dans les cartons. Ouais, à peine pour Noël. Ah non, mais bon, on a quand même la famille. Mais en fait, moi, tous mes enfants sont américains. J'adore le système d'éducation américain. La grosse différence pour moi, c'est l'emphase sur le bien-être des gosses. Ma fille qui a 12 ans, la plus grande, elle a quasiment jamais de notes.
Il n'y a pas de notes. C'est-à-dire qu'on ne te sanctionne pas avec des notes. C'est complètement différent et on voit des enfants, bah, tu le vois, hein, tu le vois plus tard, les adultes, chez les adultes, les Américains sont sûrs d'eux, ils ont confiance en eux. Ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on t'inculque moins en France. Quand tu es au milieu de la classe, quand tu es à la fin de la classe, tu vois, c'est un système qui est hyper optimisé pour l'élite, pour les très très bons, moins pour les autres. Et du coup, moi, c'est vrai que j'étais plus chez les autres, j'étais toujours un peu au milieu. Et donc, juste pour cette raison, en fait, je me vois pas quitter ce système. Euh, voilà, sans parler du business. Et attends, je rebondis là-dessus parce que nous, ma femme, elle part avec les enfants, enfin, elle partait avec les enfants 3 mois par an aux US. Et c'est vrai qu'on a kiffé le système américain d'éducation. En France, on essaie de les mettre à Paris dans des écoles qui se rapprochent du système américain et comme tu dis, avec pas des notes, mais plutôt des couleurs et de l'encouragement. Et moi, j'étais un cancre à l'école et là, j'ai suivi une formation à l'INSEAD pour être coach. Et la nuit dernière, je vous mens pas, j'ai fait un rêve atroce où j'étais dans une salle avec une feuille, un stylo et il fallait que je fasse un essai sur ma philosophie de coaching. Et je me réveille le lendemain et je vois le prof qui me dit Jean, comme d'habitude, ce que vous faites, c'est nul, 8 sur 20. Ça m'a foutu le somme. Ah bah, je peux t'en raconter une comme ça. Moi, j'étais en prépa HEC à Intégrale à Paris. Premier contrôle de maths, 2,75. J'étais quatrième de la classe. J'ai dit ça à mon père, il m'a pas cru. Énorme. Et pour moi, c'est ça le souvenir que j'ai, tu vois, de l'école. Alors, il faut pas généraliser, mais en tout cas, les deux systèmes éducatifs sont radicalement différents. Et perso, j'adhère plus au système américain. Carlos, qu'est-ce qui t'a emmené ici? Moi, j'ai des filles, donc de toute façon, elles n'ont pas besoin d'aller à l'école. Euh, Je déconne. Euh, Non, moi je suis venu parce que avec Blue Kiwi, on était un éditeur de logiciels en SaaS en 2006 en France, à Paris, et j'avais l'impression de vendre des doudounes à des Touaregs, quoi, en fait. J'étais juste pas au bon endroit. Et donc je me suis dit, et puis je comprenais pas, tu vois, moi je parlais à mon boss, je lui disais non, mais je pense qu'il faut faire. C'était au début, on est en 2006. Je disais, mais je pense que c'est une approche plus freemium, trial. Il faut filer notre software, il faut développer des usages. Et il me regardait avec des yeux. Moi, j'avais Dassault Systèmes et Sophie Nova comme investisseur. Il me regardait en me disant, mais Carlos, n'importe quoi, qu'en fait, mais t'es complètement à la masse, etc. Et j'arrivais pas enfin voilà, je regardais ça de trop loin, et donc je suis venu dans la Silicon Valley pour me dire je vais jouer en Champions League, je vais me frotter aux gens qui sont bons et qui définissent ce marché-là. Et donc voilà, et depuis, moi ça fait 10 ans maintenant que je suis à San Francisco. Putain, c'est dur hein, parce que les mecs sont hyper bons ici. J'ai l'impression d'être une merde sur une pelle en bois. Mais en même temps, voilà quoi, je me vois pas revenir pour le moment, même si l'écosystème français il a énormément évolué depuis que moi je suis parti en 10 ans. Mais ça serait un peu comme de revenir du bar après que tu as joué au Barça, d'aller jouer à Bordeaux, quoi. Tu vois, c'est toujours du foot, quoi. Mais bon, putain, c'est pas les mêmes. Bah, au Barça, t'es dans un appart. À Bordeaux, t'as un jardin. Ça dépend ce que tu veux comme vie. Si tu veux une vie un peu tranquille, la France est cool quand même. Tu vois, tu peux faire Moi, des je peux pas une escargots, vie des tranquille. grenouilles, tout ça. Ouais, mais moi, je veux pas une vie tranquille. Ça, pour moi, c'est une petite mort. Je veux pas d'une vie tranquille. On me dit, tu vois, et c'est exactement ça. Tu vois, on parle de petites. Tu vois, t'auras un petit jardin. Je vais aller avec mes petits amis dans des petits restaurants, prendre des petits cafés. Tu vois, c'est tout est petit. Tu vois, et moi, je veux pas de ça, quoi. Tu vois, je veux quelque chose de grand. Ok, Carlos. Ok, donc tu reviendras pas. Mais je sais pas. Il y a plein de choses à Si on faire. te propose quelque chose de grand. Le glaçon vient de changer, donc est-ce que la France va reconstruire un glaçon à l'identique de celui qu'elle avait avant? Justement, c'est pas l'occasion, et l'Europe a peut-être une carte à jouer. Maintenant, quand on voit comment l'Europe gère la crise, on se dit que putain, on est vraiment des nazes. Mais les cartes sont redistribuées. L'écosystème d'ailleurs pourrait émerger, c'est-à-dire il y a des nouvelles choses. On dit qu'il y a des choses qui vont sortir de terre.
l'Europe et la France en particulier a une vraie carte à jouer. Ils ont de quoi proposer un nouveau système. Donc pourquoi pas? Pourquoi Ouais, pas? bon pour l'instant on est un peu dans la merde parce que c'est les Allemands qui gagnent comme d'habitude. Ils nous ont mis une branlée sur les tests, le déconfinement, tout ça. On est en train de se faire éclater. Et en plus eux ils ont un tissu industriel que nous on n'a pas, qu'on est en train péniblement d'essayer de reconstruire pour faire 3 pauvres masques au lieu d'un la semaine dernière. Pendant ce temps-là, les anglo-saxons et les américains commercialement sont beaucoup plus agressifs et donc à la reprise, ils vont nous mettre une fessée. Les nordiques, c'est comme si la crise en fait, elle venait pas là-bas, il faisait trop froid quoi. Et donc en fait, on est relégué et c'est pas pour être méchant, on est relégué au rang d'Italiens et d'Espagnols quoi. Et du coup, moi je suis assez pessimiste. Fais attention à ce que tu dis là, quand même. Je suis relégué au rang d'Espagnol ou d'Italien. Je vais me lâcher là, quoi. Tu vois, ça veut dire quoi? Bah écoute, Tu veux les dire petits par là, Français, c'est les bon, petits Français sont relégués au rang de grand Espagnol et grand Italien. Du coup, voilà. Je rappelle que l'Espagne c'était les États-Unis avant, hein, en fait. Hein. Ouais. Bah, au moment des subprimes, ouais, c'était bien les États-Unis, ouais. Ça a bien pété là. Bon, du coup, ne nous fâchons pas entre l'Espagne et la France, parce qu'en gros, c'est des petits et des petits qui vont se fâcher, ça sert à rien. Parlons des grands. Du coup, nos amis de chez Airbnb dont tu parlais de manière assez éloquente les 2 dernières semaines, je croyais que c'était une boîte rentable Airbnb en 2018 ou en 2019. Je comprends pas pourquoi est-ce que tout d'un coup on dit que c'est un bain de sang. Non, Airbnb était rentable en 2018 et ne l'était plus en 2019. Mais pourquoi? Je crois que de mémoire, ça perdait 200 millions en 2019, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de très touchant chez Airbnb en ce moment. On a Brian Chesky, le fondateur d'Airbnb, qui c'est le projet de sa vie. C'est un Steve Jobs, Brian Chesky. Moi, c'est un mec que j'aime beaucoup. Et il est en train d'essayer de sauver sa boîte. C'est très touchant de voir ce qui se passe en ce moment parce qu'il a une vraie vision. Il a révolutionné le secteur du tourisme et aujourd'hui il se retrouve dans une panade qu'il n'avait pas du tout anticipée et qui aurait pu anticiper ce qui se passe aujourd'hui. Et il essaye de sauver sa vision. Il est face à un board, il est face même à des équipes qui lui disent écoute Brian, faut arrêter, faut virer du monde, il faut machin. Il se refuse de le faire. Brian, c'est quelqu'un aussi qui a énormément diversifié en interne. Il a fait plein de choses. Il a racheté une compagnie aérienne. Il a fabriqué un studio télé. Et bref, il dépensait tout azimut quoi, en fait pour faire de Airbnb une sorte de marque multifacette avec plein de différentes produits et services à l'intérieur de Airbnb. Et c'est son modèle qui aujourd'hui est remis en cause par la crise. Alors certes, il a arrêté de faire ses dépenses marketing. Il dépensait 800 millions de marketing par an. Hein. Airbnb, c'est un budget de 800 millions de marketing par an. Donc ça, il a fait un gel de ça. Mais on est face à c'est intéressant de voir comment ces startups-là légendaires qui se sont construits sur une proposition de valeur super forte, un purpose, et dès que tu leur enlèves leur vision, dès que tu leur enlèves leur storytelling, ils sont complètement à poil. Warren Buffett disait "It's when the tide goes out that you see who was swimming with naked", c'est quand la mer se retire que tu vois qu'il portait un maillot de bain. Et là, Brian Chesky, il est un peu à poil sur la plage, il court en cherchant une serviette, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi, en fait. Quoi. Ouais, mais est-ce que tu penses pas? Moi, je pense que Airbnb, ça va être le type de boîte qui va rebondir très vite après la Là, je crise. pense, La parce question, qu'il c'est certain, ouais. ouais, parce que j'ai l'impression qu'après le Covid, alors le truc, c'est que ça va pas être blanc ou noir. On va pas passer de full confinement à plus rien. C'est ça le problème et on sait pas combien de temps ça va durer. Mais les gens vont revoyager comme jamais, non? Je sais pas. Jean, Euh, moi, je sais pas. Non, mais je sais pas, en 2008, 2009, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a fallu 18 à 24 mois pour revenir à la normale, enfin au palier d'avant au niveau du voyage, et que là, a priori, ce que les gens prévoient, alors après, ce que pensent les futurologues, ça n'engage que leur prédiction foireuse, mais ils disent quand même que ça va mettre 2 à 3 ans. Et pendant 2 à 3 ans, je ne sais pas quel impact ça va avoir sur Airbnb, mais ce qui est sûr, c'est que si Airbnb meurt, en fait tout le monde meurt, parce que Airbnb, quand même en termes
de marketplace, de confiance, avec un beau produit, avec des économiques qui sont censées être saines, parce que tu as des hosts qui font du chiffre, sur lesquels tu prends des commissions. Enfin, tu vois, t'as pas besoin d'une armée de mecs qui vont réparer des scooters dans la rue comme Jump ou Lime ou Bird ou je ne sais quoi. Donc, moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait tout un bruit comme ça sur Airbnb, comme si c'était la fin du monde. Est-ce que c'est parce que ça cristallise cette crise, ou est-ce parce que c'est vraiment la merde chez Airbnb? Moi, j'ai l'impression qu'on s'en fait toute une montagne, quoi. Moins 85% de booking en avril. Voilà pourquoi. Moins 85% d'activité, c'est colossal. Donc Airbnb est à l'arrêt. Il y a une chose qui est intéressante de regarder, c'est le concurrent d'Airbnb, c'est Booking.com. Hein. Airbnb n'a plus accès au capital des VC, obligé d'emprunter de l'argent. Parce que c'est trop gros. Non, parce que la valorisation, oui, non, mais c'est surtout le modèle économique. Hein. Booking.com, c'est plein de services. Ils ont Kayak, OpenTable, machin, etc. Nanana. Regardons ces deux boîtes-là. Airbnb emprunte 1 milliard à un taux d'intérêt de 10 à 12%. Il cherche encore 1 milliard d'ailleurs, au passage, pour financer sa stratégie. De l'autre côté, Booking.com vient d'emprunter 4 milliards. OK. Personne n'en parle. Et ils ont emprunté à un taux de 4,5%. Pourquoi est-ce qu'Airbnb n'arrive pas à emprunter plus d'1 milliard et avec un taux de 10-12%, alors que Booking.com arrive à emprunter 4 milliards à un taux de 4,5%? Booking.com a beaucoup plus de cash aujourd'hui. Bien et sûr. Comme disait Ilan, c'est ce dont les startups ont besoin aujourd'hui pour passer la crise, c'est de cash. Pourquoi? Parce que Booking.com, parce qu'ils sont ancrés sur le marché, en fait, ils sont beaucoup moins aériens, ils sont beaucoup plus terriens, ils ont des réseaux beaucoup plus forts auprès des professionnels et des choses comme ça, et beaucoup moins présents, certes, auprès du grand public, quoique, en tout cas beaucoup moins visibles en termes de marque. Mais aujourd'hui, c'est back to basics, quoi, en fait, quoi, tu vois. Donc voilà, donc il va falloir que Brian Chesky soit hyper créatif, ce qu'il est, hyper optimiste, ce qu'il est, hyper ambitieux, ce qu'il est, mais c'est pas gagné. Booking, c'est vrai que je crois qu'ils avaient déjà un matelas de cash, donc en fait ils ont juste renforcé leur balance sheet et ils ont eu bien raison, alors que comme tu dis, Airbnb, quand ça fait moins 85%, en fait le niveau de burn doit être complètement délirant par rapport au cash qu'il a en banque. C'est énorme. Ouais. Ok, ça me paraît un peu plus clair maintenant. Alors des boîtes comme Airbnb qui se retrouvent avec moins 85% et qui perdent tout ce qu'ils peuvent, on en a d'autres dans le space, tu vois. Je pensais à toutes les boîtes de scooters, la Lime, Bird et tout. C'est quoi les 2-3 boîtes qui ont l'air de pisser le sang dans la Silicon Valley comme Airbnb en ce moment? L'expert sur tout ce qui est trottinette, je le laisserai répondre, c'est Ilan, hein, qui est un gros fan de la trottinette. Ah, balance. Donc voilà, mais je fais juste très rapide un aparté. Là, je lisais hier, Open Door, ok, vient de licencier 600 personnes à San Francisco. 600 personnes. Wow. 600. Voilà. Donc tout ce qui est hospitality, des trucs comme ça, et tout ce qui est real estate, waouh, ça c'est sévère. Tu nous parles des scooters, Ilan? Les trottinettes. Moi, je suis en trottinette depuis, je pense que ça doit faire 3 ans maintenant. Et d'ailleurs, les trottinettes électriques en partage n'arrivent pas à New York. Hein. Ils n'arrivent pas à avoir les autorisations. Ni à San Francisco. Il y a quelques marques, non, autorisées à San Francisco? Non, pas de trottinettes à San Francisco. Elles ont été autorisées, ils les ont enlevées. Il n'y a plus de trottinettes. Okay. Eux, ça morfle. Hein. Bird a licencié, là. On sait combien? Lime a licencié 800 personnes. Putain, wow. C'est un carnage un peu cette histoire. En fait, on fait les malins parce que toutes ces boîtes-là, elles étaient en hyper croissance. Et en fait, le modèle Uber, c'est un modèle qui date. En 2000, il y avait un Amazon qui brûlait 1 milliard par an et on trouvait ça quasiment. On se disait, oh, c'est cool et tout. Et ils ont réussi. Mais en 2020, quand tu as en fait des dizaines de boîtes qui brûlent des centaines de millions d'euros par an, et le jour où ça pète, en fait, ces boîtes-là, elles peuvent plus se refinancer, quoi. C'est la fin des haricots. Ouais. Bird, juste pour revenir sur Bird, ils ont licencié 400 personnes le 1er avril en 2 minutes sur Zoom. Non. Oh putain, la violence des mecs. Violent. C'est très violent.
Il y a des témoignages, hein, tu vois, il y a des témoignages en ce moment où des gens qui disent. Alors c'est marrant parce que c'est très à l'américaine. Je disais un tweet storm, une fille qui disait qu'elle venait d'être dégagée sur Zoom. Elle en voulait même pas à son employeur. Elle disait, j'ai du mal à réaliser, bien évidemment. On nous a convoqués sur Zoom, on était 200, et puis c'est le fondateur qui nous a expliqué la situation et qui nous a dit qu'il était plus en capacité à nous garder, mais je continue à adorer la boîte. Je vais prendre du temps pour me faire un reskilling, machin. Enfin, c'est assez touchant ce qui se passe. Ouais, on voit pas ça en France. J'ai l'impression qu'il y a. J'ai une autre métaphore, si vous voulez, que j'utilise en ce moment. Que je trouve assez marrante. Si vous voulez, ce qui se passe en ce moment, c'est un peu comme quand tu arrives à l'aéroport et qu'on te dit que ton vol est retardé. Donc, ta première réaction, forcément, c'est t'es en colère. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il n'y a rien à faire. Donc, tu décides de prendre ton mal en patience. Tu vas t'acheter 3 macarons au truc de la durée, tu vas t'asseoir dans la salle d'embarquement, tu choisis un fauteuil confortable, tu mets ton casque, tu ouvres un livre et t'attends que ça passe. J'ai l'impression que la France est un peu dans cet état-là. Ici, ce qu'on a compris, c'est qu'on a été à l'aéroport, mais on nous a pas dit que le vol était retardé. Le vol, il est annulé. Cancelled, quoi, en fait. Et donc, quand ton vol est annulé, tu vas pas t'acheter 3 macarons, tu vas pas t'asseoir dans un fauteuil, tu restes pas dans la salle d'embarquement, tu récupères tes bagages et tu te barres, quoi, en fait. Voilà ce qui se passe, quoi, en fait. Et donc on a en France, tu vois, des gens qui sont dans la salle d'embarquement avec leur casque en train de lire des bouquins et se faire pousser la barbe. C'est ce que j'ai l'impression de voir quand j'entends les gens. Et ici, on a des mecs qui se sont barrés de l'aéroport parce qu'il n'y a plus de vol, quoi. Il y en a plus. Ils changent de destination. Mais ton macaron la durée en France, ça s'appelle le chômage partiel, mon vieux. Et en fait, Oui, ce qui se passe, c'est en plus, qu'on a ils mis ont- les gens en chômage partiel, Ouais. et donc en fait, on n'a pas besoin de les virer, on leur donne 3 mois de sursis, et dans 3 mois, on prendra les décisions difficiles qui s'imposent. C'est ça. Mais j'ai l'impression que les gens se seront probablement tellement habitués à la situation qu'ils auront du mal à prendre ces décisions-là, alors qu'un bon coup dans la gueule, et ben finalement, ça n'avait peut-être pas de mal. Moi, j'étais avec le fondateur d'une de nos boîtes qui est entre New York et Paris, dont je peux te taire le nom, mais ils ont supprimé pas mal de monde à New York, et il m'a dit en fait, le reality check américain nous a fait réaliser la gravité de la situation, alors qu'en France, les mecs, ils ont l'impression qu'en fait, tout continue, c'est pas grave, l'État couvre. Bah, l'État, il couvre peut-être, mais les clients, ils sont pas là. Donc, quand t'as pas de clients, t'as pas de business. Quand t'as pas de business, sur le long terme, t'es mort, quoi. Donc, faut un peu prendre ses responsabilités. C'est assez inquiétant pour ça. Je suis assez d'accord. Il y en a même qui se sont endormis dans la salle d'embarquement en se disant que l'annonce au micro et que le mouvement au moment du départ les réveilleront et que en attendant ils vont faire la sieste. En fait, c'est un peu ça. Vous les voyez ces mecs dans la salle d'embarquement qui dorment en attendant que Qui bavent. voilà, c'est un peu ça, quoi. Qui bavent comme des escargots, parisiens, français. Ouais. Bon, et alors, est-ce que vous avez vu l'article de notre ami Marc Andreessen hier, que tout le monde a partagé? Ah non. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, Non, pas encore. un truc incroyable. Écoute, je pense que ça mérite un Silicon Carnet à part entière. Marc Andreessen nous a fait un long article pour nous dire que c'était le moment de rebâtir des vraies boîtes du futur pour résoudre les sujets importants de la vie autour de la bouffe, de la maison, du transport, etc. Et en fait, c'est marrant parce que c'est quand même le message d'un mec qui a dépensé 5 milliards à investir dans des boîtes qui font des scooters, des trucs genre Zenefit ou des trucs de Bitcoin dont tout le monde se fout pour les 10 prochaines années. Et c'est même mec qui a fait cet article. Et alors tout le monde s'est paluché sur Twitter en mode « Oh, t'as vu P-Marca, ce qu'il nous a fait, incroyable, son article et tout. » Et en fait, il y a une ligne où à un moment donné, il met we have failed you, tu vois, genre on a échoué. En fait, nous en tant que VC, on n'a pas fait le job. Notre job, c'était de financer ces boîtes-là, ces boîtes qui allaient réinventer les besoins élémentaires, enfin plutôt les sujets élémentaires de demain autour de la bouffe, de la maison, du transport, tout ce que vous voulez, de l'éducation, des infrastructures. Et donc c'est marrant parce que tout le monde s'est paluché en disant waouh, il a tellement raison, alors qu'en fait le fond de cet article, c'était vraiment la phrase où il dit on s'est planté, on n'a pas financé les bonnes boîtes. En fait, dans la Silicon Valley, on a un petit peu flambé, quoi. Et
est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité quand on voit tout l'argent cramé dans les boîtes à la Uber, etc., sur cette capacité à financer des boîtes qui virevoltent je sais pas, comme des princesses au Studio 54 à la belle époque et qui en fait vont s'écraser quand tout ça ferme, quoi. Ah, si, évidemment, évidemment. Son article, je l'ai lu, je savais même pas que c'était Marc Andreessen. Il a raison, mais Tu c'est sais vrai qui que c'est? Tu veux qu'on venant, te dise? ouais, ouais, Non, mais il c'est est pas dans Marco, la vallée, il est à New York, c'est en fait. Marco. Ouais, ouais, merci Carlos. Euh, le, En fait, Moi, cet j'ai pas article, lu. c'est un aveu de défaite, effectivement, pour les VC californiens. Clairement, c'est comme ça qu'on le lit, parce que c'est facile de dire maintenant, bah oui, il aurait fallu développer plus de medical devices et plus de services dans la santé, plus de télémédecine, etc. Évidemment, maintenant, ça paraît logique. Je pense que tout le monde se l'est pris dans la gueule, les VC y compris. Personne ne l'a vu venir, comme on l'a dit 100 fois. Personne n'a jamais, de notre génération, personne n'a jamais vécu un truc comme ça. Donc on a beau essayer de comparer à 2008, etc., ça n'a rien à voir. C'est une dimension qui est... Donc les VC se sont plantés, mais honnêtement, moi je serais le CEO d'une unicorn qui passe de dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires à zéro. Je pense que je dormirais beaucoup moins bien encore que mes VC parce que tu as un sentiment d'avoir presque un peu arnaqué le système, d'avoir pris trop d'argent pour ta boîte qui aujourd'hui ne vaut plus rien. Les VC, je ne sais pas si c'est eux que j'aurai dans ma ligne de mire aujourd'hui. Honnêtement, tout le monde s'est planté et eux, pas plus que les autres. Bah, les VC font partie du game, mais tu vois, Andreessen Horowitz, ils sont arrivés flamboyants avec leur nouveau modèle. Les data montrent qu'en termes de return, c'est pas grandiloquent encore. C'est quoi le mot qui tourne sur un Andreessen dans la vallée, Carlos? Un VC, et tu le sais, Jean, il y a deux métriques. Il y a la réputation et la performance. C'est les deux métriques pour juger d'un VC. Andreessen a une super réputation du côté des entrepreneurs. Et ils ont fait vraiment pencher le balancier du côté des entrepreneurs. Et c'est que le modèle avec lequel ils sont arrivés est un modèle entrepreneur friendly. En revanche, effectivement, maintenant, comme on dit chez moi, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. La performance d'Andreessen n'est pas super au rendez-vous, surtout quand on la compare à d'autres VC, comme Sequoia ou First Round ou des gens comme ça qui, eux, ont des performances beaucoup plus fortes. D'autres VC, Sequoia, performance incroyable, réputation Moyen. moyen. Ouais, ouais. Moyen Bah, du ils ont côté la, des ré- ils ont la répute réputation de, moyen. ils ont la répute de savoir se J'ai- séparer des entrepreneurs, ouais, des CEO. Exactement. Voilà, donc il y a très peu de monde, il y a très très peu de VC qui a à la fois une super réputation et une super performance. Je sais même pas si c'est possible. Donc Andreessen, c'est ça. Ils ont une très bonne réputation dans la vallée. Ils sont super smart. Ce qu'ils disent est loin d'être con. Ils sont très entrepreneur friendly. Faire un meeting chez Andreessen, moi j'ai eu l'occasion de le faire. Enfin, t'as l'impression de t'arrêter au pit stop quand t'es en Formule 1, quand en fait t'es au volant, on vient, on te change les roues, on te met du gaz, machin. Enfin, c'est assez hallucinant, quoi. Mais effectivement, la performance c'est pas au rendez-vous. Donc il a l'honnêteté de dire, on s'est peut-être planté, mais en même temps, je suis d'accord avec Ilan. C'est facile de le dire aujourd'hui. Comment est-ce que ce modèle de croissance absolue, ce modèle d'abondance, ce modèle d'accès au capital permanent, c'était ce qui faisait comment avoir un modèle différent à cette époque-là. Aujourd'hui, oui, bien évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on le disait tout à l'heure, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui va émerger, mais il y a aussi une nouvelle génération de VC. Ça sera peut-être pas Andreessen. Là aussi, tu vas avoir des VC qui vont disparaître. Alors, ceux qui sont dans la voûte céleste de Platon, Sequoia, tout ça, seront toujours là. Mais Andreessen, c'est un VC émergent. Hein. C'est pas un mogul. Hein. C'est vrai que c'est un VC émergent, mais moi j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on. Alors peut-être que c'est parce que je me pose des questions en tant que VC, mais comment est-ce qu'on rattache ce que dit Marc, qui consiste à dire il faut qu'on refinance des vraies boîtes de demain, avec le modèle VC qui est un peu un modèle, faut l'avouer, tu vois, un peu cow-boy. On se dit il faut qu'on fasse des returns dans les 10 ans, quoi.
Mais 10 ans, en fait, évidemment, c'est beaucoup hein, à l'échelle de la technologie aujourd'hui, mais c'est rien dans une vie 10 ans, tu vois. Donc, est-ce qu'à un moment donné, tu vois, les LP, ils ont intérêt à dire, bah, nous, on va investir sur 15 ans, on va se la jouer à la Warren, et pas juste sur des... En France, aujourd'hui, tu es obligé de liquider un fonds entre 8 et 10 ans. Tu peux pas aller plus loin, quoi. C'est interdit. Mais regarde l'âge des LP, hein. Tu peux pas proposer beaucoup plus de 10 ans. C'est des mecs qui, généralement, entre 60 et 70 ans, dans 10 ans, et si tu leur dis 20 ans, ils sont morts, hein, quoi, tu vois. Donc, non, mais sans déconner. Donc, c'est difficile. Non, il y a des nouveaux modèles, Ilan peut en parler, qui sont vachement intéressants, qui sont des rolling funds, des choses comme ça, des fonds evergreen, avec des modèles plus permanents, de liquidité permanente. Le modèle même du VC va changer, je pense, hein. Le modèle d'investissement, de structure de fonds, de structure de... Il y a plein de choses qui vont changer. Ilan et toi, si vous étiez amenés à faire de l'investissement ensemble, vous feriez ça comment? Bah, Ilan devrait déménager à San Francisco. Donc visiblement, c'est pas pour demain. Non, mais là, ce qui est très intéressant aujourd'hui, moi, ce que je vois comme vraies opportunités, perso, les boîtes que je vois depuis quelques semaines, il y en a autant, voire plus qu'avant. Ouais. Les boîtes qui naissent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le précis, donc vraiment les tout premiers tours. Comme on l'a dit plus tôt, il va y avoir des nouveaux entrepreneurs qui vont se créer. Et donc, pour moi, la vraie opportunité, après, sur la durée d'un fonds, je ne sais pas, 5-10 ans, personne ne peut savoir à quoi va ressembler les retours. Par contre, je pense qu'il va y avoir des géants qui vont se créer maintenant, avec des valos plus basses. On va revenir à des valos plus réalistes, parce que là, ça devenait vraiment n'importe quoi. On parle d'éclatement de bulles depuis quoi? Depuis 2 ans maintenant, sur ces valos. Bon, bah là, c'est un peu ce qui se passe. Concrètement, les entrepreneurs sont un peu moins sûrs d'eux sur les valos. Ça démarre plus bas. Là, il y a YC qui vient de terminer. Il y en a très peu des boîtes de YC qui ont levé post-YC. Vraiment très, très peu. Je crois qu'ils n'ont jamais vu ça. Et en tant qu'investisseur, c'est là où je vois l'opportunité, c'est d'investir très tôt à des valos qui vont permettre des vrais retours, comme à l'époque. Moi, quand j'ai commencé à investir en 2013, j'investissais très rarement au-dessus de 4 millions de valos sur des boîtes de San Francisco ou de New York. Aujourd'hui, 4 millions, tu as une boîte qui vend des chaussettes en direct to consumer, quoi. Donc ça, je pense que c'est hyper important pour les VC et les investisseurs. Si on arrive à des vrais valos, bah, les retours seront là à nouveau dans 5 ans, j'ai pas de doute. Les entrepreneurs français qui veulent réussir à New York ou à SF, il faut qu'ils aient quoi dans la poche? S'ils sont à New York, il faut qu'ils aient Ilan, et s'ils sont à San Francisco, il faut qu'ils aient Carlos. Ah, ouais, j'aime bien ça. Non, mais c'est très prétentieux ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu provocateur. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une landmark, la Silicon Valley ou New York. C'est un réseau. Donc aujourd'hui, le réseau va être encore plus important qu'hier. Hein, parce que pour lever de l'argent, ça va être une question encore plus de confiance encore qu'hier. Ça va pas être une question de deck ou juste d'être là et de demander de l'argent. Il y aura plus de fear of missing out. Donc il va falloir des sortes d'agents qui vont quelque part passer un peu comme à Hollywood ton scénario entre les mains des bons producteurs et dire non mais lis-le quoi en fait quoi, tu vois. Donc tu vas avoir besoin de middlemen comme disent les Américains pour passer ton dossier aux bonnes personnes au bon moment. Donc il faut des gens sur place qui connaissent ces personnes-là, qui savent ce qu'ils recherchent. Il y a beaucoup de bullshit en ce moment, il y a des gens qui disent qu'ils investissent alors qu'ils investissent pas, et nous on sait qui investit pas, donc on sait passer les plats quoi en fait. Donc je pense qu'Ilan sait le faire à New York, hein, et aussi en Californie, il a pas mal de contacts en Californie aussi, et moi ici à San Francisco aussi. Donc voilà, je pense que c'est ça dont tu vas avoir besoin, et je pense que vous allez en avoir encore plus besoin parce qu'il va y avoir une sorte de recentrage. La Silicon Valley s'était un petit peu satellisée.
dans le monde entier. Et là, avec la crise, les écosystèmes émergents, c'est comme les pays en voie de développement, ils vont souffrir. C'est les pays en voie de développement qui vont souffrir, et c'est les grandes puissances qui vont gagner. Dans la tech, ça va être la même chose. Ça va être les écosystèmes puissants qui vont vont devenir encore plus forts, et les écosystèmes émergents, ça va être très dur pour eux, effectivement. Donc la France, c'est un écosystème émergent. Génial, hein, mais émergent. Ouais, ce que j'allais dire en plus, la clé, quand tu es un entrepreneur français qui veut réussir aux US ou lancer ta boîte aux US, que tu es déjà un business en France, que tu exportes aux US ou que tu démarres de zéro, c'est de venir. Et de venir sérieusement et de s'installer. C'est la clé. En fait, ça paraît évident peut-être pour nous trois, mais ça l'est pas du tout. Enfin, le nombre de entre guillemets touristes que je vois arriver, qui arrivent avec en se disant non, mais on va faire ça un peu à distance et moi je vais faire des voyages, je vais faire des allers-retours, le CEO souvent. Ça ne marche jamais. J'ai aucun exemple que je peux citer de boîte française qui a réussi comme ça aux États-Unis. Donc, il faut comprendre que les États-Unis, c'est un marché monde. Et que quand on veut se lancer ici, en fait, il n'y a rien d'autre qui compte. C'est le seul pays qui compte. Tu regardes des boîtes comme Content Square, par exemple, de Jonathan Cherki. Lui, il est venu. Donc maintenant, c'est une très, très, très belle boîte. Il a mis quasiment 1 an à signer des vrais premiers clients. Jonathan Benamou de PeopleDoc, il a mis quasiment 2 ans. Pareil, je me rappelle, leur début était mais très violent, c'était très difficile parce qu'il y avait un peu encore les deux, tu vois. Non, mais on garde le business en France, on fait attention, puis on essaye les US. En fait, tu peux pas essayer les US. C'est ça la morale de l'histoire. Ouais, soit tu viens pas, quoi. Et alors, Ouais. ce qui me choque un peu, c'est bon, alors nous chez Kima, on n'est pas un modèle, hein. Je viens chez vous à New York au SF 2 ou 3 fois par an, passer quelques semaines, mais je suis étonné que les fonds francophones notamment aient pas plus d'antennes ou plus de personnes sur place à New York ou à SF pour à la fois sortir les trends, voir les entrepreneurs francophones qui débarquent, aider les entrepreneurs du portefeuille à se pointer aux États-Unis. Qu'est-ce qui explique cette, je sais pas, ce manque ou cette défiance? Est-ce que c'est parce qu'on est trop chauvin ou on s'en est pas rendu compte? Moi, j'ai vu peu de monde, et alors je vais être un peu critique, j'ai même vu des fonds qui ont embauché des gens aux US qui n'ont pas embauché les bonnes personnes. Et donc, à un moment donné, je me dis, mais soit il n'y a personne, soit les mecs qui sont là sont mauvais. Donc, du coup, le seul mec qui ont fait un bon boulot, en fait, c'est BPI avec Romain. Mais sinon, les mecs, ils foutent Ouais. quoi? Je comprends pas. Ouais, bah, c'est la grande question existentielle de ma vie. C'est, en fait, Moi j'ai aussi, jamais hein. compris. Je comprends Ouais, pas. on en a beaucoup parlé hein, avec Carlos. C'est un c'est un très gros sujet. Ce qui est évident, c'est qu'il y a une opportunité qui est gigantesque. Sans avoir des vraies data pour le baquer, je serais pas surpris que le taux de succès des entrepreneurs français aux US soit, mais par ordre de magnitude, plus grand que le taux de succès de n'importe quelle autre nationalité qui entreprend aux États-Unis, sachant que plus de la moitié quand même des founders ici sont d'origine étrangère quand même déjà, donc ça donne un élément. Donc clairement, il y a un énorme besoin. Il faut comprendre que la France et les États-Unis, alors ça paraît être des pays qui peuvent se ressembler parce que c'est 2 pays développés, c'est 2 pays riches, c'est 2 très grandes puissances mondiales, et en fait c'est des pays tellement différents culturellement. Il fait que je pense que les VC français ne comprennent toujours pas, en moyenne, hein, c'est pas le cas de tous évidemment, mais ne comprennent toujours pas la façon dont ça fonctionne aux US et surtout comment fonctionne l'investissement aux US. C'est-à-dire qu'aux US, quand tu investis en seed ou pré-seed dans une startup, et toi tu le sais Jean parce que tu fais des investissements aux US, tu prends une décision dans la journée, mais vraiment au plus large dans la semaine, et c'est et quand je dis dans la semaine, c'est-à-dire que l'argent est viré une semaine après avoir parlé à l'entrepreneur pour la première fois. Moi, ça, j'ai l'impression qu'en France, c'est impossible. Et donc, si tu sais pas faire ça, en fait, tu peux pas faire les bons deals aux États-Unis. C'est En bien. fait, c'est quoi le métier de VC? Le métier de VC, c'est très simple, hein. C'est attirer des bons dossiers, les évaluer effectivement hyper rapidement, être capable de faire une évaluation super rapide de ces dossiers, closer des deals, supporter au sens américain, comment dire,
accompagner, coacher les entrepreneurs et faire une sortie à la fin. C'est ça le métier de VC. Ce métier, c'est le même en France que aux États-Unis. Moi, je suis assez surpris de voir effectivement les VC français. Il y a deux catégories, quoi, en fait. Ils font deux choses différentes. Soit tu as des VC un peu comme Partech qui ont monté des équipes sur place aux États-Unis et qui essayent de faire des deals américains. Okay, c'est-à-dire qu'en gros, ils essayent de jouer dans la cour des Américains et ils font pas les bons deals. Je suis désolé. Ils sont bien meilleurs sur les deals en France. Pourquoi ? Parce que ils ont la culture, comme dit Ilan. Ils sont voilà, même s'ils ont une équipe ici aux US, les deals que font Partech aux US, c'est pas les deals de Sequoia, c'est pas les deals d'Enier, c'est pas les deals de First Round. C'est impossible. Voilà, donc je pense que c'est impossible de toute façon et on peut pas le reprocher. C'est impossible et je trouve que ça c'est pas la bonne stratégie. Ensuite, il y a une deuxième stratégie et je comprends pas encore pourquoi est-ce que les VC français n'ont pas adopté cette stratégie. C'est que comme le dit Ilan, il y a des entrepreneurs français que vous ne verrez même plus à Paris. C'est-à-dire qui montent leur boîte, ou soit parce qu'ils sont français aux États-Unis et qui sortent des Uber, des Google, des Facebook et qui montent leur boîte et qui vont pas venir la monter en France, ils vont la monter ici aux US, ou soit parce que ils savent que leur marché aux États-Unis et ils se barrent, quoi. En fait, ils vont chez YC, tout ça derrière. Et moi, je pense que la bonne stratégie pour les VC français, j'en ai vu aucun, peut-être à part toi, Jean avec Kima, qui fait ça, qui est de dire non mais moi je me pose aux US pour n'investir que dans les entrepreneurs français et supporter mon écosystème français sur le sol américain. Il y en a pas qui font ça et je trouve ça c'est dingue quoi en fait de se dire ça parce que quand on regarde effectivement les entrepreneurs français aux US, ils sont largement au-dessus de la moyenne en termes de performance, ils sont meilleurs même que les entrepreneurs américains en termes de perfo. Donc c'est sur eux qu'il faut miser. Il faut pas venir. Et juste là-dessus, en fait, je pense que la raison pour laquelle ça marche pas aujourd'hui, les fonds français aux US, c'est parce qu'en fait, il faut que ce soit un fonds américain. Probablement géré par des Français, mais un fonds américain culturellement. C'est-à-dire que toi, Jean, demain, tu viens et tu déménages aux États-Unis, tu serais un super VC américain, tu rentrerais dans la culture immédiatement parce que c'est ton mindset. Mais les VC français, c'est pas possible. Donc, si tu veux, il y a un tel écart, il y a un tel gap. Structurellement, je pense que ça peut pas fonctionner. C'est intéressant. Ce que je vais faire, parce que c'est un bon point que vous avez soulevé, moi je vais sortir les datas de tous nos entrepreneurs francophones basés aux US versus tous nos entrepreneurs francophones ailleurs. Et on va comparer bêtement les performances de plus-value latente, TRI, etc. Ça va être hyper intéressant de voir ce que ça donne. Hein. Cool. Moi, je mets mon billet que tu as une performance x2, x3. Bah ouais, mais enfin en même temps, ouais. Après, il y a une question aussi, c'est les entrepreneurs. Attends, on va faire les entrepreneurs basés aux US, les entrepreneurs francophones qui ont déménagé sérieusement aux US versus les entrepreneurs francophones. On va prendre les trois catégories, on va voir ce que ça donne. Ça va être hyper intéressant. Ouais, ça va être hyper intéressant. Les amis, est-ce que vous avez un dernier mot pour notre audience, chacun, avant que je nous mette une petite musique de fin? Ça fait quand même 1h12 qu'on raconte des bêtises. Du coup, on va peut-être pas quand même se faire une difoule pendant 3 heures. Alors Ilan, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je veux dire, tenez le coup, les gars. On est tous ensemble dans cette histoire. Non, mais moi mon message, c'est vraiment, c'est le moment de déployer sa créativité, qu'on soit employé, on voit des superbes initiatives de plein de startups qui ont réussi à participer à la réponse au Covid, parce que là, c'est le contexte du moment, c'est difficile de parler d'autre chose. Qu'on utilise sa créativité pour ça, pour monter une boîte, qu'on perde son job. Je pense que le plus dur, ça va être de rester positif les mois qui arrivent. Et voilà. Bon courage à tout le monde. À New York, à SF ou à Paris, on est vraiment tous dans la même situation là. Dans la merde. Vas-y, Carlos.
Non, mais en plus, t'as un background de Warzy, non? C'est ça. C'est derrière exactement toi. ça. Attends, je vais prendre Ouais. un screenshot et je vais pouvoir le mettre après sur les internets. Et en plus, on aura Ilan avec ses chats, comme ça tout le monde pourra se moquer de toi gratos. Et Exactement. Pourquoi C'est la femme au chat. pourquoi t'as pas mis un background de Tiger King? Vous avez vu ce truc sur Netflix? Ouais, je l'avais la semaine dernière. Énorme. C'est mon background. Ouais. Carlos, Moi, je peux pas mettre de background parce que mon MacBook Pro est trop vieux et il me permet pas de faire des backgrounds. Donc, j'ai pas de background. Non, je suis d'accord avec Kylian. C'est le moment d'être créatif. Il faut se réapproprier le futur. C'est maintenant que ça se joue. Moi, je suis super excité. J'ai hâte de voir les prochains entrepreneurs et j'espère que justement les Français vont participer à ce futur. On a l'occasion là de plus être simplement des suiveurs, mais vraiment de shape the next world et de vraiment marquer ce que va être notre société de demain. Moi, je suis persuadé que les entrepreneurs français ont une carte à jouer là-dessus. Et que ce soit Ilan à New York ou moi à SF, pour l'instant, on est encore là, Inch'Allah. On est là pour vous aider, quoi. C'est-à-dire qu'on est en capacité, nous on a envie de voir ces entrepreneurs-là et faire en sorte qu'ils aient des vrais projets qui sortent des frontières franco-françaises et qui vont plus loin que la Suisse et la Belgique, quoi. Donc, voilà. Donc, allez-y, foncez. Effectivement, c'est le moment. les gars, merci infiniment d'être là. Ilan, t'as annulé un brunch en terrasse pour être là, c'est vraiment cool. Carlos, t'as fait une nuit blanche pour te préparer, c'est vraiment sympa aussi. Chers entrepreneurs francophones qui nous écoutez, si vous allez à New York, il n'y a pas de doute, il faut aller voir Ilan. C'est votre meilleur proxy pour comprendre le monde new-yorkais, malgré le fait que ce soit pas au niveau de chez Carlos à SF, parce que SF c'est mieux. Mais si vous allez à SF, allez voir Carlos. Carlos, puisque on est entre poètes disparus, c'est celui qui vous dépucellera de la vallée et il vous apprendra un peu comment ça marche. Voilà, les amis, c'était vraiment cool de vous avoir. Merci, je vous dis à Jean. très bientôt. Et vous aussi, lâchez rien. On est là et on y reste. Voilà. Salut! Ciao.